Bon après-midi, je m'appelle Naomi Shira et je suis gestionnaire de programme en gestion économique et je travaille au bureau de Nairobi. Et bienvenue au programme d'accélérateur et incubateur Fashionomics Africa. Aujourd'hui, on va parler d'économie durable et circulaire avec le programme environnemental des Nations Unies. L'interprétation est disponible en français, en anglais, en portugais et en arabe. Recherchez l'icône d'interprétation rond au bas de l'écran et cliquez dessus pour choisir votre langue. La session d'aujourd'hui durera 1h30 et elle couvrira les sujets de l'éco-innovation, de la durabilité à travers alors que vous attendez, veuillez vous assurer que votre caméra fonctionne et dites-nous ce que vous attendez de cette session aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques règles à suivre. Gardez votre caméra allumée si vous pouvez. Utilisez la boîte de chat pour les questions, pour poser les questions. Encore une fois, ne levez pas votre main. Si vous voulez poser une question, utilisez le chat. Ce qu'on discute reste confidentiel ici. Participez activement, mais laissez de l'espace aux autres pour participer également. Veuillez vous assurer d'avoir le bon nom inscrit dans Zoom pour qu'on puisse prendre les présences correctement. Encore une fois, assurez-vous que votre nom dans Zoom corresponde à votre nom d'enregistrement pour que vous soyez marqué comme présent ou présente. Donc, nos facilitateurs pour aujourd'hui, on aura Abraham Omotayo, gestionnaire de projet pour iSolutions et à la tête du programme Fashionomics Africa. Bienvenue Abraham. Ensuite, il y a moi-même, Naomi Shira, gestionnaire de programme en pratique économie créative et minorité, qui travaille avec le département pour les textiles durables et circulaires avec le programme d'environnement de l'ONU. Et elle travaillera avec nous pour la session d'aujourd'hui. Et Minoré, à vous la parole. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et nous avions hâte d'avoir cette discussion et nous espérons qu'elle sera utile. Et donc, pour la prochaine diapo, alors, c'est une introduction à l'éco-innovation. Donc, on parle d'une méthodologie par laquelle on recherche des textiles durables. Et c'est une initiative qui a été menée par l'Union européenne, qui a duré plusieurs années, qui a aidé des petites et moyennes entreprises à joindre ces activités. Donc, on offre des services de coordination et des gabarits, des modèles qui vous permettent d'analyser vos activités dans un modèle dans le contexte économique pour que vous puissiez comprendre les impacts et évaluer votre modèle d'affaires par rapport à l'environnement, aux communautés locales, mais aussi en pratique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi quelques concepts clés dont on va parler, et de quelques exemples, quelques modèles clés qui vont nous servir comme exercice pour vous donner une idée comment on peut appliquer l'éco-innovation dans notre modèle d'affaires et ce qu'il faut prévoir. Donc, on a dit la session d'aujourd'hui va durer 1h30. Normalement, cette formation d'éco-innovation, c'est 10 modules de 2h30 chacun. Alors aujourd'hui, ce n'est vraiment qu'une introduction. Alors, s'il vous plaît, soyez conscients que ce n'est qu'une introduction simple et pour vous aider à capter l'idée générale. Alors, maintenant que j'ai expliqué un peu le contexte, Lino évoque. Alors, l'éco-innovation, c'est d'appliquer un nouveau modèle d'affaires qui est des stratégies qui aident, donc qui sont basées sur la pensée écologique et tout au long de la chaîne de valeur. Alors, on va utiliser tous ces mots, tous ces termes dans les minutes qui viennent. Alors on parle d'un groupe de modifications, de changements qui sont coordonnés ensemble pour modifier vos procédés, votre structure d'entreprise, pour voir où votre entreprise concentre ses efforts. Et ces changements, normalement, devront vous apporter de meilleurs résultats, mais aussi des avantages compétitifs. Donc,
Maintenant, si on passe à la prochaine diapo, ce sera les idées. Alors, on veut que que la durabilité soit intégrée dans tous les niveaux des opérations d'une compagnie, la stratégie, le modèle d'affaires et le fonctionnement, les opérations normales. On comprend qu'une entreprise ne peut pas fonctionner dans une petite bulle isolée des autres. Alors, il faut vraiment travailler avec tous les intervenants, tous les gens qui sont influencés et qui ont une influence sur votre entreprise. Alors, on parle d'une approche holistique il faut comprendre tout l'écosystème dont vous faites partie pour comprendre les impacts et les opportunités, les occasions potentielles. Vous passez à la prochaine diapo. Alors, l'éco-innovation devrait considérer les trois aspects de la durabilité. Alors, c'est pas seulement économique, on parle aussi d'impacts sociaux et de la communauté, les clients et le sexe de votre clientèle et aussi l'économie parce qu'on veut que tout ça soit profitable parce qu'évidemment, on veut être rentable. L'éco-innovation nécessite une approche holistique, donc il faut comprendre tout le contexte. Le troisième point, c'est la mise en œuvre. Ça doit commencer avec une stratégie d'affaires. Ce n'est pas assez de simplement avoir d'améliorer notre efficacité dans les ressources. Alors, ouais, efficacité énergétique, on réduit notre consommation d'eau, c'est super, mais il faut aussi avoir une stratégie d'affaires pour prendre en compte les impacts. Et aussi, l'éco-innovation demande une coopération tout au long de la chaîne de valeur. Maintenant, si on passe à la prochaine diapo, alors, ça semble être beaucoup de travail, et c'est vrai, mais on a trouvé plusieurs idées portant sur l'éco-innovation. Donc, 5 idées principales qui font de l'éco-innovation quelque chose de vraiment utile. Ça vous permet l'accès à des nouveaux marchés, par exemple, les nouvelles générations sont très intéressées dans des produits qui sont socialement et environnementalement responsables. Ça accroît la rentabilité au long de la chaîne de valeur. Alors, tout le monde est gagnant. Vous restez à jour avec les normes et les règlements. Par exemple, si vous exportez vers l'Union européenne, alors on sait que notre stratégie, si on a une bonne stratégie de produits éco-responsables, eh bien, on a des co-innovations. Alors, tout le monde pourra exporter vers le marché européen. On n'aura pas besoin de courir, de se rattraper. Ça vous permet aussi de vous mettre en évidence. Donc, votre planification d'affaires est bien faite. Vous pouvez vendre votre concept bien et vous attirer des investissements. Vous pouvez aussi accroître votre productivité, votre capacité technique à travers votre modèle d'affaires, vos opérations, les matériaux que vous utilisez, comment vous gérez votre clientèle. Dans notre expérience, selon notre expérience, voilà les 5 arguments qui font que l'éco-innovation est vraiment utile, bénéfique. Prochaine diapo. Alors, je vais juste mentionner ça rapidement. L'année dernière, on a demandé aux PME qu'on a aidés avec l'éco-innovation, on leur a demandé si on les a aidés à surmonter les impacts de la COVID-19. Ils nous ont dit que puisqu'on les avait aidés à mieux planifier leurs opérations, par exemple, dans leur modèle d'affaires. Alors, donc, en résumé, ils avaient plusieurs modèles d'affaires. Par exemple, avec le tourisme, grâce à puisqu'ils avaient fait de la bonne planification, donc ils ont été capables de diversifier leurs produits agricoles. Ils étaient mieux en mesure de s'adapter aux circonstances. Ils avaient organisé leurs opérations pour être modulaires et flexibles. Donc, ils ont pu mieux supporter leur communauté, leurs employés. Par exemple, des communautés avec des employés qui sont inclus donc, ils incluaient leurs employés dans le modèle donc, ils demandaient aux employés de donner leur opinion, de les aider dans la planification de l'éco-innovation. Et ces employés qui étaient impliqués, eh bien, ils étaient prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes et rendaient l'entreprise plus performante. Alors, si vous avez des questions, on pourra y répondre plus tard. Et plus d'informations sera disponible sur le site éco-innovation et je vais mettre un lien sur le chat. Alors, s'il y a des questions, laissez-moi savoir s'il y a des questions que je devrais répondre maintenant. Alors,
Pas encore. Alors, on va répondre aux questions à la toute fin et on va les recueillir au fur et à mesure de la session. D'accord. J'aimerais dire que je vais partager les liens aux ressources et à la méthodologie d'éco-innovation ainsi que les diapos. Alors, avec tout ça en tête, je vais passer la parole à Abraham. Merci, Ménery. Alors, juste un commentaire à propos de l'approche éco-innovative. Alors, on parle de penser en matière de chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Au cours de la session, on va commencer par l'introduction à la chaîne de valeur. Ce que vous remarquerez, c'est que souvent, en tant que propriétaire d'entreprise, on pense aux valeurs, chaîne de valeur et on limite ça à la chaîne d'approvisionnement. Mais ce n'est pas que ça. Alors, l'état d'esprit, on va voir, et il y a des sons parasites, pardon. Alors, dans une chaîne d'approvisionnement, on a des matériaux euh, crus et quand vous regardez à la chaîne de valeur, vous ne regardez pas seulement à vos matériaux de base, mais aussi à votre procédé de fabrication. Vous allez plus loin que ça. Vous, vous pensez au rejet, à tous les produits en général qui sont produits. Comme il l'a dit, il y a une collaboration entre euh, tous les intervenants, la chaîne de valeur et pardon, la chaîne de valeur parle aussi des facteurs externes tels que les facteurs légaux, les impacts sociaux de ce que vous faites. Donc, quand on parle de chaîne de valeur, on parle d'aspect économique et de valeur également. Alors, pour votre entreprise, on ne parle pas seulement de production ou de vendre à l'étranger, on parle aussi de durabilité et de son impact sur le consommateur final et l'impact de vos pratiques d'affaires. Euh, Euh, donc, vous couvrez tout, vous pensez à toutes, donc vous devez penser à la durabilité sur toute la chaîne de valeur. Alors, faisons une clarification entre chaîne d'approvisionnement et chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, ça inclut tous les procédés, divers secteurs ou segments de la chaîne de valeur et on veut s'assurer que en tout et partout, tout soit durable. Et on ne parle pas seulement de la durabilité de votre entreprise ou de euh, votre production, mais on veut s'assurer aussi que vos pratiques contribuent à la durabilité de la communauté, que vous ayez, et donc tout ça, ça demande que vous ayez une bonne relation avec vos fournisseurs, avec les autres intervenants, et dans tout le cycle de vie de vos produits, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on s'assure que la valeur soit optimisée, et qu'il n'y a pas seulement une valeur économique, mais aussi une valeur sociale. Donc, en gardant tous ces facteurs en tête, vous développez votre stratégie d'affaires. Donc, pas seulement la production, votre design de mode, mais que aussi la communauté fasse partie de vos considérations de chaîne de valeur. Alors, aussi un exemple de comment la chaîne de valeur textile ressemble. Alors, on a la production de tissus, on a les consommateurs, on a la fin de vie. Alors, pardonnez, il y a du son parasite encore. Euh, donc, on a plein d'intervenants, les designers, les producteurs de textiles. Mais en tant, par exemple, que producteur de tissus, vous collaborez avec d'autres intervenants et en collaborant avec tous ces intervenants, du début à la fin, il faut penser à l'éco-innovation. Alors, vous ne pensez pas seulement qu'aux choses dont vous avez contrôle à l'interne, mais vous pensez aussi à des choses à l'externe qui ont un impact sur vos affaires. Et
Donc, si vous êtes une organisation, il y a il y a des organisations de réglementation locales, gouvernementales, et une bonne planification d'affaires va vous aider à mieux faire usage des ressources que vous avez, donc, auxquelles vous avez accès avec tous ces partenaires et vous voulez aussi vous assurer que vos consommateurs sachent de quoi vous parlez en matière d'éco-innovation. Donc, pas seulement de leur vendre des produits, mais aussi qu'ils sachent comment les recycler et les utiliser de façon durable. Veuillez me confirmer si vous m'entendez. Je vois que je parle un peu vite. Alors, je vais essayer de parler plus lentement. L'interprète remercie. Alors, typiquement, beaucoup de designers de mode essaient de rester dans un système linéaire. Vous avez divers tissus, divers textiles, divers designs, et, et ensuite vous passez à la production et au consommateur, et c'est là que ça s'arrête. Donc, vous voulez vous assurer que votre système devienne circulaire une fois que votre produit est créé, qu'il ne soit pas seulement utilisé et rejeté, mais qu'il soit réutilisé et qu'il revienne vers le consommateur éventuellement, qu'il soit réutilisé, que son consommateur puisse réutiliser ou qu'il puisse aussi être redirigé vers un procédé différent. Donc, l'interprète entend des sons parasites. Alors, on veut s'assurer d'avoir la meilleure valeur à travers toute la chaîne de valeur. Alors, Naomi va maintenant nous parler d'identification des points chauds de durabilité au long de la chaîne de valeur. Alors, bon, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Gardez vos questions. Donc, on va répondre à vos questions à la fin de la session. Alors, penser au cycle de vie, ça veut dire penser au produit tout au long de son cycle de vie. Alors, si on pense aux phases du cycle de vie des produits, ça inclut la production, la consommation et le rejet. Donc, pour l'éco-innovation, on veut se concentrer sur les impacts allant au-delà des considérations traditionnelles. Ça inclut les impacts environnementaux, sociaux. Alors, la pensée en termes de cycle de vie permet une approche holistique. Et donc, on veut penser aux impacts générés à chaque phase, aux opportunités de réduire la consommation, d'améliorer la performance de nos produits ou de nos services. Donc, l'éco-innovation applique une pensée en termes de cycle de vie et nous permet de penser à de nouvelles solutions, à un nouveau modèle d'affaires. Prochaine diapo. Maintenant que nous avons compris la pensée de cycle d'affaires, un des buts de l'éco-innovation, c'est de créer un inventaire de cycle de vie qui nous permet d'identifier les points chauds potentiels. Quand on parle de points chauds, on parle d'opportunités pour améliorer la performance d'un produit. Donc, pour identifier ces points chauds, alors sur ce diagramme, on voit les étapes du cycle de vie du produit. Donc, on parle de, si vous suivez dans le ruban au bas du diagramme, alors on parle de production de fibres à gauche, ensuite production de tissus et de fils, ensuite la production de textiles, puis l'utilisation et la fin de vie. Et on peut avoir d'autres activités qui ne sont pas considérées ou qui ne sont pas dans ce tableau à droite. Voilà. Alors, dans le chat, s'il vous plaît, veuillez me partager des opportunités que vous voyez pour réduire la production de déchets,
ou optimiser l'utilisation de ressources. Par exemple, quand on parle de production de robes, de masques, d'accessoires, ou de peu importe le type d'articles qui sont le point focal de votre production. Alors, on voit utiliser de la soie et du coton permet une meilleure réutilisation, utiliser des matériaux recyclables pour l'emballage. Donc, on parle de upcycling ou réutilisation. Euh, des méthodes de découpage sans production de déchets, utiliser des tissus biologiques. Donc, il y a plusieurs contributions. Non, ok, des boutons, les emballages réutilisables. Si je peux me permettre d'interrompre, je vois dans le chat qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de réutilisation, de recyclage. Alors, pour le gabarit d'éconovation qu'on a vu ici, qu'on voit ici, donc l'inventaire de cycle de vie, c'est simplement pour considérer les apports physiques dont on a besoin pour l'entreprise. Donc, par exemple, si on parle de production textile, alors, quand je regarde le chat, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la production de textile, dans cette phase du cycle de vie. Alors, il faut regarder pour cette phase, quels sont les apports physiques qui sont faits à la production et quelles sont les activités clés et les choses qui sont produites. Donc, par exemple, si on produit des t-shirts, donc ça, c'est une activité clé. Donc, et les ressources, ce sera les apports. Donc, par exemple, vous aurez besoin d'électricité. Donc, ça, c'est une ressource essentielle. Vous avez besoin des machines pour recycler les vêtements. Et vous avez aussi des émissions qui pourraient être des gaz à effet de serre, de l'eau usée, des, des émissions dans le sol, la pollution du sol. Donc, on parle d'entrée de matériaux physiques et de sortie aussi de matériaux physiques à la fin du procédé. Donc, inputs, c'est entrée ou apport de ressources. Au milieu, on a activité clé et en haut, on a émission. Alors, je vois dans les commentaires qu'on parle de panneaux solaires plutôt que de générateurs à combustion. Alors, c'est de quelque chose qu'on va parler dans la prochaine diapo, mais pour l'instant, on fait que faire l'inventaire d'aspects physiques, donc d'entrée, d'apport physique, des émissions physiques qui sont rejetées. Alors, je vois une question, un exemple, quel exemple pour des émissions? Alors, par exemple, la production d'électricité produit selon la source de cette électricité. Donc, si on parle d'électricité produite au charbon, ben, ça produit de la pollution, des gaz à effet de serre. Ou si, par exemple, vous êtes dans l'imprimerie, dans l'impression de produits, donc il peut y avoir des émissions de produits chimiques. Alors, dépendamment de la façon dont dont votre procédé fonctionne, il pourrait y avoir des rejets sous forme d'eau ou des rejets dans le sol. Il pourrait y avoir des résidus chimiques qui restent dans le produit lui-même. Je vois un commentaire sur... donc, utilise... sorry. Pardon, l'interprète n'a pas compris. Alors, donc, voilà, on parle, donc, ce sont des exemples de types d'émissions qui pourraient être produites. Alors, désolé de vous avoir interrompu, je vous rends la parole.
Très bien. Minorie, tu nous as aidé à mieux concentrer notre engagement, hein. Alors, merci pour votre participation. Laissez-nous savoir donc, quelles idées vous pourriez avoir. Alors, voyons qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour activités clés et produits. Alors, alors, on voit qu'il y a des polluants et des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent arriver, qui peuvent être produits dans toutes les étapes du cycle de production. Dans les ressources, on a eau, euh, électricité, carburant. Si on se concentre sur le ruban en production de textiles et qu'on y va verticalement à partir de là, euh, regardons le sommaire des impacts de la production textile. Donc, les impacts de la production textile. La prochaine diapo. Là, on peut voir que les activités clés pour la production textile sont le découpage et la couture. Donc, on va juste se concentrer sur une ligne, la ligne pour la production de textile. Donc, c'est la troisième article en partant du haut. Donc, des pratiques de découpage qui causent des rejets, donc amènent à la production d'une grande quantité de déchets textiles. Si on passe aux impacts sociaux, euh, donc il pourrait y avoir des gens qui sont sous-payés. Donc, on retourne à la pensée en termes de cycle de vie et ça nous amène à penser à comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'impunité à tous les niveaux pour améliorer la situation au niveau de l'Afrique entière. Alors, on parle aussi de corruption, fragilité du système légal. Alors, on a encore la même question qu'avant. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'impunité à tous les niveaux et construire des systèmes qui fonctionnent pour nous en Afrique? Ensuite, je laisse la parole à Minori à nouveau, qui va nous parler du gabarit de modèle d'affaires. Merci Naomi. Alors oui, ce gabarit de modèle d'affaires, comme l'inventaire de cycle de vie, ça nous aide à comprendre les opérations d'affaires, comment elles fonctionnent. Alors, l'inventaire, c'est le quoi et le modèle d'affaires, c'est le comment. Et ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui va changer si vous apportez des changements. Est-ce que ça serait possible de faire jouer la vidéo? Alors, le son ne fonctionne pas. Bon, il semble que l'audio ne fonctionne pas. Alors, on peut juste... alors, si vous pourriez essayer d'activer votre micro. Ok, d'accord. On parle de type de relation avec vos clients. Le son n'est pas bon. Alors, les sources de revenus. Ensuite, il faut décrire les ressources clés. Pardonnez l'interprète, le son n'est vraiment pas bon. Alors, on parle ici d'activités clés, des partenaires clés. Alors, la structure de coût. Donc, avec ce gabarit de modèle d'affaires, vous pouvez combiner toutes ces informations dans une seule image. Et le son n'est pas clair, désolé. Donc, moi, je n'ai pas pu très bien entendre le son. J'imagine que c'était la même chose pour vous. Donc, ça veut dire que, ouais, on s'excuse pour ça. Alors, bon, bon, c'est des choses qui arrivent. En résumé, si on retourne aux diapos, s'il vous plaît.
Je vois toujours la vidéo en ce moment. Merci. Alors, si vous pouvez passer à la prochaine diapo. Merci. Alors, ce qu'on a ici, c'est le gabarit modèle d'affaires. Alors, en résumé, c'est un plan qui décrit nos intentions d'affaires pour faire de l'argent. Ça nous permet de visualiser tout notre modèle d'affaires. À droite, on voit relation avec les clients, segment de clientèle. Donc, ça se concentre sur le marché. Ce sont des facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler, alors qu'à gauche, on parle de partenaires clés, activités clés, ressources clés. Ça se concentre sur notre entreprise. Ce sont des choses que l'on peut contrôler. Au milieu, vous avez la proposition de valeur. C'est quelque chose qui est à la fois, donc il y a des facteurs à la fois internes et externes. Donc, c'est comment notre entreprise échange de la valeur avec ses clients. Et en bas, on a structure de coûts et source de revenus. Alors, je vais juste faire un résumé de ce qu'on disait dans la vidéo. Alors, il disait donc les briques de base pour bon, euh, les éléments clés de notre modèle d'affaires. Donc, vous utilisez ce modèle d'affaires pour décrire tout votre modèle d'affaires. Et vous pourrez comprendre si vous changez un aspect de votre modèle d'affaires, comment est-ce que ça impacte, comment est-ce que ça influe sur les autres blocs. Alors, la proposition de valeur, ça parle des divers produits qui créent de la valeur pour chacun des segments de clientèle. Les canaux, c'est comment on communique et qu'on peut s'adresser à tous nos segments de clientèle avec notre valeur de proposition de valeur. La relation avec les clients, c'est comment on établit ces relations avec chacun des segments de clientèle. Et évidemment, la source de revenus en bas à droite, c'est comment on crée, euh, euh, voilà, comment on reçoit notre argent. Ensuite, les coûts doivent être déduits du revenu pour voilà, déterminer notre profit. Les ressources clés, c'est notre aspect le plus important dont on a besoin pour faire fonctionner le modèle d'affaires. Les activités clés, c'est ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne. Nos partenaires, c'est les gens dont on a besoin pour faire fonctionner notre modèle d'affaires. Et le coût, ben, c'est tout ce que ces activités coûtent pour faire fonctionner notre entreprise. Alors, tout ce qui est à droite, c'est du point de vue du client. Et à gauche, c'est les ressources. Alors, si vous parlez en termes d'affaires, le segment de clientèle, c'est à quel marché visez-vous? Un marché de masse, un marché spécialisé? Alors, si vous avez des suggestions ou des idées, bon, je vois que quelqu'un dit on a changé le modèle si souvent déjà. Alors, c'est vraiment un bon exemple de tout comprendre à propos de votre entreprise. Alors, je vois euh, les, les- donc, si la clientèle, les segments de clientèle, on parle d'un modèle d'un marché mondial, alors c'est de masse. Donc là, votre produit doit pouvoir intéresser beaucoup de gens qui ont des intérêts et des goûts différents. Pardon, si vous pourriez revenir au modèle en blanc. Merci. Alors, oh, ah oui, alors divers segments de clientèle pour diverses lignes de produits, différents modèles d'affaires pour différents types de produits. Alors, je crois que c'est des bonnes questions. Oui, vous pouvez avoir plusieurs modèles d'affaires. Parce que si vous mettez tout votre argent dans un seul modèle d'affaires et que tout d'un coup, les goûts, les tendances changent, on sait que dans la mode, par exemple, ça change très souvent. Alors,
Alors, les modèles d'affaires, avoir divers modèles d'affaires, c'est vraiment important voilà, pour faire face au changement. Alors, oui, donc on a une autre bonne idée alors, je crois qu'on a une bonne idée des segments de clientèle. En termes de canaux, alors comment on communique avec nos clients? Si vous pourriez nous donner dans le chat des idées, comment vous communiquez en ce moment avec vos clients ou des idées de comment vous aimeriez le faire? Alors, ça peut inclure le service pré-vente, donc comment vous faites le marketing, mais aussi après-vente. Donc, si on veut retourner un article ou donc à toute l'échelle du procédé en entier. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de médias sociaux. Je crois que c'est très important. Instagram, Facebook, les médias sociaux en général. Donc, il semble qu'il y a beaucoup de canaux qui sont beaucoup en ligne, il me semble. Je vois aussi des boutiques, des lieux de vente au détail. Il semble qu'on a une combinaison en personne, en ligne, mais aussi des appels téléphoniques, les foires, foires commerciales. Il semble que tout le monde a une bonne compréhension des canaux. Ensuite, relation avec les clients. Ça veut dire penser en tant qu'entreprise, comment on trouve des clients, c'est comme ça qu'on crée des profits. Ou est-ce qu'on veut avoir des clients qui reviennent? Donc là, il faut avoir une relation avec nos clients qui soit beaucoup plus personnalisée, connaître leurs préférences. Il faut être capable de penser à qu'est-ce que le client s'attend de nous dans leur relation avec nous. Donc, si on parle d'un marché de masse, alors, alors on va penser par exemple de relater à nos clients, mais ça sera vite fait en ligne. Par contre, si on est spécialisé, une clientèle spécialisée, alors ce sera beaucoup plus personnalisé. Alors, on voudra aller là où se trouvent nos clients, personnaliser nos services. Maintenant, si on passe aux sources de revenus, est-ce que notre modèle d'affaires présent, est-ce que c'est la vente de produits physiques? Est-ce que c'est la location de produits, par exemple, la location d'uniformes scolaires, parce que les enfants grandissent vite. Alors, on pourrait faire des revenus avec ça. Euh, donc, et il y a d'autres modèles où on demande aux gens de payer pour les profits qu'ils reçoivent, le bénéfice qu'ils reçoivent d'un produit plutôt que le prix du produit lui-même. Euh, Par exemple, on a des gens qui sont passés de la vente de cartouches à la vente d'encre pour remplir les cartouches. Euh, euh, Ensuite, alors, pour certains, ce sera préférable de communiquer plus directement avec leurs clients pour mieux comprendre leurs préférences. Ensuite, ressources clés, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être physique, non physique. Ça peut être les matériaux de base. Chaque employé est essentiel. Pardonnez, il y a un chien qui aboie. Alors, quelles ressources financières dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un conseil? Est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Est-ce qu'on a besoin d'enregistrer d'avoir un brevet? Donc, il y a des ressources physiques et aussi des ressources intangibles. Je vois aussi, oui, on parle aussi donc de protection de la propriété intellectuelle.
Je comprends que dans beaucoup de pays africains, c'est difficile non seulement d'enregistrer, d'obtenir un brevet, mais aussi d'obtenir une protection réelle. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. Protection de nos produits. Ressources clés. Ensuite, activités clés. C'est ce qui est donc très important pour faire fonctionner notre modèle. Ça peut être, ça peut être l'optimisation de votre procédé de fabrication. Ça peut être trouver des clients. Ça peut être utiliser les commentaires, les suggestions de vos clients pour améliorer vos produits. Donc, c'est vraiment tout ce dont l'entreprise a besoin pour que les affaires aillent bien. Pour la prochaine section, c'est les partenaires clés. Euh, de qui avez-vous besoin pour avoir du succès? Alors, dans le chat, peut-être je vais laisser une petite pause aux pauvres interprètes. Donc, si vous pouvez, dans le chat, nous écrire ce dont vous avez besoin pour, comme partenaire clé. Alors, oui, des vendeurs de tissus, des, des compagnies de dispatch. Ça peut être aussi des partenaires clés qui vous aident à trouver des clients, par exemple des influenceurs. Donc, c'est un très bon exemple. Ensuite, l'expédition, la logistique, les financiers, les gens en finance, DHL. Donc, gestion d'inventaire. On a une belle liste là de partenaires clés. Ça peut aussi être des universités pour l'innovation et la recherche. Quand on a parlé de propriété intellectuelle, donc ça peut être des associations qui travaillent avec les faiseurs de lois, de politiques qui peuvent vous aider à obtenir une certaine protection. Des photographes, oui, absolument. Alors, alors, je vois des beaux commentaires. C'est clair que du courage. Oui, c'est un partenaire important, le courage. Ensuite, la structure de coût, finalement, c'est les deux catégories. On a les coûts fixes, les dépenses fixes, ça peut être vos loyers, vos salaires. Il y a des coûts variables comme votre tissu, selon combien vous produisez dans un mois donné, les services publics, donc l'énergie, combien d'énergie vous utilisez par mois. Alors, merci pour votre patience. Je suis vraiment contente qu'on ait pu avoir autant de beaux commentaires et j'espère que ça a pu vous donner une meilleure idée pour vous permettre de bien penser au modèle d'affaires en entier et comment changer une chose peut avoir un impact sur les autres blocs de notre modèle d'affaires. Alors, si on passe à la prochaine diapo, pardon, là encore une autre. D'accord, merci. Alors, ceci, c'est donc d'après le même exemple que Naomi a partagé plus tôt. C'est une étude de cas, un exemple avec un fournisseur de nains. Donc, ça vient d'une publication qu'on a publiée l'année dernière, qui est l'innovation textile qui permet d'améliorer l'éco-innovation. Donc, c'est un exemple d'un canevas de modèle d'affaires en considérant la perspective d'un fournisseur de nains.
Alors, je vais juste vous donner une minute pour me rattraper. Alors, en tout cas, je crois que c'est un bon moment pour rendre la parole, pour donner la parole à Abraham maintenant. Alors, merci Minori, c'était très détaillé. Je suis sûr qu'on a pu bien comprendre comment la durabilité peut s'intégrer à notre modèle d'affaires. Alors maintenant, on va parler d'analyse SWOT. Alors, on va prendre un moment pour identifier quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les tendances de notre modèle d'affaires. On va juste prendre un moment pour expliquer un peu. Euh, donc, on va avoir on va prendre le temps de chatter, de voir à quoi on doit penser. Ah, pardon. Donc, quand on parle d'opportunités et de traits, on parle de facteurs externes. Ça comprend l'environnement politique, l'économie. Alors, quel effet ont le paysage politique ou l'économie, quels impacts ça a sur mon entreprise ou l'espace social, notre contexte social, la technologie disponible, comment les nouvelles technologies affectent notre entreprise. Donc, quelle politique existe et comment ça influe notre entreprise, l'appareil, le système légal, par exemple, les réglementations sur la propriété intellectuelle. Donc, ça a un effet très important sur notre entreprise. Alors, quand on parle d'opportunités et de traits, et de menaces, pardon, on parle de facteurs externes. Donc, il faut se demander comment est-ce que ça affecte l'éco-innovation, en particulier la durabilité pour votre entreprise. Donc, quand on parle de force et de faiblesse, on parle surtout par rapport à des facteurs internes que vous pouvez contrôler. Sous ce rapport, euh, donc les forces et les faiblesses, ce n'est pas que vous, par vous-même. Donc, on considère l'équipe. Alors, l'analyse SWOT, ce n'est pas quelque chose que vous faites par vous-même en tant que fondateur, mais aussi avec une équipe. Vous devez vouloir identifier vos forces, vos faiblesses, les menaces. Alors, ça retourne aussi à votre modèle d'affaires. Donc, tout ça, ça affecte la façon dont vous pensez à votre entreprise, vos relations avec vos clients, vos relations avec vos fournisseurs. Quand vous regardez à l'exemple, l'étude de cas qu'on considère, donc on va juste voir un exemple de ce qu'est l'analyse SWOT. Alors, j'ai nommé ici quelques forces, faiblesses, opportunités et menaces, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, on, on va aussi parler dans la boîte de chat d'autres forces, opportunités, menaces qui ne sont pas sur cette liste. Alors, quand on parle de choses d'origine interne, euh, donc l'éco-innovation se concentre sur une forte communauté de clients. On veut des clients qui soient crédibles, sincères et authentiques. Ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Ah, pardon, les commentaires, les clients vous perçoivent comme crédibles, sincères et authentiques. C'est quelque chose que vous pouvez contrôler. En tant que PME, vous n'êtes pas sur la ligne de bataille de l'industrie, donc vous n'êtes pas trop touché par vous recevez pas trop de critiques et vous avez le temps de procéder, d'avancer en termes de durabilité. Désolé, l'interprète n'a pas le temps de tout traduire. Dans les opportunités, donc le gouvernement qui offre des subventions, par exemple, pour réparer, réutiliser des articles.
Bon, je vois beaucoup de questions. Donc, mettez ça dans le chat, s'il vous plaît. Quelles sont les menaces qui pourraient menacer votre entreprise? Pardon, non, donc pas les menaces, mais quelles sont les forces et les opportunités que vous pouvez voir? Alors, quelles sont les forces et les opportunités? Donc, les forces, ce sont des choses que vous pouvez contrôler, qui est fixe, et les opportunités, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui est externe. Donc, vous pouvez écrire dans la boîte, dans le chat, s'il vous plaît, des forces et des opportunités. Alors, pour les faiblesses, alors, bon, les commentaires arrivent très vite, je ne peux pas tout lire. En gros, ce que vous voulez, à quoi vous voulez faire attention, c'est vous concentrer sur vos forces et vos faiblesses, c'est ce que vous pouvez, c'est ce que vous pouvez contrôler, et surveiller les opportunités et les menaces. Et pour ça, vous pouvez maximiser votre utilisation des contextes socio-économiques et politiques pour vous assurer. Bon, alors des exemples de menaces, ce sont la faible disponibilité de produits biologiques ou les prix qui ne permettent pas d'étendre votre production, difficulté euh, dans la chaîne d'approvisionnement, par exemple les risques reliés à l'eau, et ensuite. Pardonne-moi, Abraham, est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase? Je n'ai pas compris. Alors, je disais qu'on va vous passer la parole et qu'on va répondre aux questions à la fin de la session. Alors, oui, j'ai juste rapidement jeté un coup d'œil au chat. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de beaux commentaires, surtout, surtout par rapport au fait que la situation économique peut changer très rapidement. Et oui, c'est quelque chose qu'on devrait mettre à jour très souvent parce que le monde change constamment. Évidemment, vous n'avez pas besoin de refaire tous ces calculs à chaque jour, mais c'est quelque chose que les entreprises doivent continuellement surveiller, se tenir à jour. Euh, donc, alors, je, alors, elle nous dit assurer à donc garder, se tenir éveillé. euh, donc, donc, il faut en gros se tenir éveillé, surveiller le contexte économique. Ce n'est ce n'est pas simplement interne au niveau national. Par exemple, ça peut être à l'échelle de la stratégie, par exemple, de la stratégie de textile au niveau de l'Union européenne. Ça peut être, ça, pour notre entreprise, selon nos activités, ça pourrait être soit une menace ou une opportunité. Alors, j'aimerais vous remercier. Je crois qu'il y a beaucoup de super commentaires. Alors, on va passer aux questions et réponses. Le son de l'interprète est au maximum. Donc, on aimerait quand même que les participants continuent de poser des questions dans la boîte de chat. Alors, cette question a été présentée de diverses façons. On parle d'éco-innovation, de durabilité. Une variation de cette question, c'est j'aimerais comprendre en quelques mots ce que le mot innovation signifie dans le domaine des textiles.
Peut-être que je vais commencer avec la première question. Si je l'ai bien comprise, alors en gros, la meilleure façon de commencer, c'est d'y aller avec l'inventaire pour bien comprendre votre situation présente et de faire votre gabarit de cycle de vie qui a été brièvement partagé dans une des diapos. Ça vous permet d'identifier vos points chauds environnementaux, donc en gardant ça et de garder ça à l'esprit pour la suite. Quelles étaient les autres questions? Donnez-moi juste un moment. Pouvez-vous nous aider à comprendre en quelques mots qu'est-ce que l'éco-innovation signifie dans le domaine du textile? Alors, l'éco-innovation en général, c'est pour améliorer votre modèle d'affaires, voir comment je peux, par exemple, diversifier mon modèle d'affaires pour avoir un meilleur impact sur l'environnement, un meilleur impact social et aussi être plus rentable, parce qu'on ne veut pas que les compagnies fassent faillite, évidemment. En termes du textile, on parle de comment est-ce que j'ajoute de la valeur. Par exemple, dans un modèle d'affaires linéaire dans lequel on consomme des ressources et ensuite elles sont rejetées, ce n'est pas durable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons avec lesquelles je peux faire de l'argent avec mes produits physiques? Par exemple, est-ce que je peux louer mes produits? Est-ce que je peux offrir des services de réparation? Et si ouais, les produits ne sont pas... Si mes produits me sont rendus, est-ce que je peux avoir une autre opportunité avec mes clients ensuite? Alors, alors, alors c'est d'évaluer s'il y a une autre approche qui est possible dans votre modèle d'affaires. Alors, ensuite, on va passer à une question par rapport au SWOT. À part des accords de Madrid qui protègent la propriété intellectuelle tels que les designs de mode, quels accords est-ce que l'Afrique, les pays africains ont participé? Qu'est-ce que vous pouvez faire si, par exemple, des compagnies chinoises copient vos modèles, vos designs? Comment est-ce que vous pouvez considérer ça dans votre analyse SWOT? Alors oui, la propriété intellectuelle, ce n'est pas ma spécialité. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner des conseils sur les accords internationaux, mais, mais c'est quelque chose évidemment que vous pouvez identifier dans votre analyse SWOT, que vous pouvez considérer dans votre modèle d'affaires et que vous pouvez voir comment ajuster peut-être la façon dont vous communiquez avec vos clients. Donc, donc c'est sûr que ces facteurs vont avoir un impact sur votre modèle d'affaires, mais désolé, je ne peux pas vous donner plus de conseils sur la propriété intellectuelle, la protection de propriété intellectuelle. Alors, merci, Minori. Il y a encore quelques questions qui sont posées sur l'éco-innovation et la localisation de l'éco-innovation au niveau de l'Afrique. Par exemple, est-ce que c'est cher de prendre une petite entreprise et de la rendre complètement éco-environnement, euh, euh, éco-responsable ou est-ce que donc quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre des pratiques durables de façon à ce que ça n'affecte pas la performance générale économique d'une compagnie? Ah, donc, euh, pardonnez, il y a du bruit parasite.
Euh, donc, on veut adapter ce modèle sur le contexte de ce qui se passe en Afrique. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer ce modèle d'éco-innovation pour que ça soit durable et possible dans un contexte africain? Alors oui, donc l'éco-innovation, la méthodologie d'éco-innovation, c'est juste, on vous donne une combinaison des modèles, des exercices que chaque compagnie peut remplir dans son propre contexte pour aider chaque compagnie à comprendre comment fonctionner. Bon, ça peut être dans un contexte africain ou dans un autre contexte des compagnies qui veulent exporter. Alors, tout l'exercice, toute l'idée, le concept de l'éco-innovation, c'est qu'on vous donne ces modèles, ces gabarits, cette méthodologie à suivre et que vous l'appliquez à votre propre contexte. Alors, parce qu'évidemment, ce qui va fonctionner en Allemagne, ça ne fonctionnera pas forcément au Ghana. Alors, ça dépend des entreprises. Euh, non, veut utiliser la méthodologie, les gabarits. Non, je veux encore souligner que ce qu'on vient de voir, c'est une très petite partie du procédé d'éco-innovation. Il y a d'autres modèles, d'autres gabarits qui vous seront envoyés par la suite, y compris sur la façon dont vous pouvez vous assurer que la rentabilité soit maintenue ou si possible améliorée. Et aussi, donc on va vous envoyer ce matériel et on va rester en contact. Merci, Minori. Euh, il y a une coupure. On parle du Kenya. Comment est-ce qu'on peut améliorer ou rendre la cultivation du coton? Pardon, je crois que qu'on t'a perdu un instant ici. Est-ce que tu m'entends, Minori? Oui. D'accord. Alors, la question c'était, j'ai fait de la recherche sur le design en général en 2020 pour la production de coton au Kenya. Comment est-ce qu'on peut rendre durable la production de coton? Alors, oui, c'est une très grosse question. Alors, alors, on ne fait pas de commentaires sur des techniques ou des procédés spécifiques. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est important de travailler avec les intervenants tout au long de la chaîne de valeur du coton. Mais malheureusement, euh, donc je n'ai pas le droit de vous donc, conseiller sur des procédés spécifiques. Donc, pas de problème, Minori. On a une question qui a été répétée, c'est j'aimerais beaucoup savoir quelles pourraient être les réactions négatives face à la durabilité. Pardon. Alors, pour la personne qui a écrit ça, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer plus en détail ce que vous voulez dire par des réactions négatives face à la durabilité? Alors, pourrais, pourrais-tu nous dire ce que tu veux dire plus en détail? Bon, une autre question. Alors, 50 millions de déchets de textiles arrivent à Accra, au Ghana, euh, à chaque semaine. Comment est-ce que c'est... Alors oui, donc c'est un point chaud, les déchets de textiles. Alors, le Ghana, c'est un pays qui a beaucoup de déchets textiles exportés en provenance de pays européens en particulier. Et c'est quelque chose qui, franchement, est vraiment, qui démolit l'industrie textile domestique parce qu'on vous dit c'est impossible de compétir, d'être- de
d'être en concurrence avec ces produits. Donc, même quand même les pleins prix au détail, c'est très difficile d'arriver à être en compétition avec ces prix. Alors, alors ces entreprises elles n'ont pas de politique pour s'assurer. Donc, certains pays n'ont pas de politique, de règlement qui s'assure que les compagnies locales ne soient pas décimées par ces facteurs. Alors, pardonnez-moi, je devrais peut-être revenir aux choses de base. Il y a une personne francophone qui nous dit qu'ils ne comprennent pas les 5 arguments qui rendent l'éco-innovation utile. Alors oui, donc ça c'était dans cinq, euh, les 5 facteurs économiques, avantages économiques dans l'introduction là. Oui, je crois que c'est ça. Alors je peux essayer de faire en français, mais je devrais m'excuser à tous les autres sinon. Euh, la présentatrice parle en français là. Alors, je veux aussi ajouter que notre manuel d'éco-innovation et nos manuels sont disponibles en français. Alors, on va vous envoyer les liens pour ça par après. Alors, merci, Minori. Si je peux juste vous demander de répéter ce que tu as dit en anglais, si ça serait possible, parce que pour que les interprètes dans les autres canaux puissent aussi traduire vers l'arabe et le portugais. Alors, les cinq avantages de l'éco-innovation, c'est l'accès aux marchés en expansion et des marchés nouveaux. Aussi, ça permet d'améliorer la rentabilité au long de la chaîne de valeur. Ça permet de rester en tête. Donc, ça nous permet de rester euh, à jour avec les réglementations et les normes dans vos pays et aussi pour les pays vers lesquels vous exportez. Ensuite, ça peut être d'attirer des investissements et ensuite d'améliorer la productivité et la capacité technique. Merci, Minori. On a une question ici. Donc, quel est étant donné l'impact du domaine de la mode sur l'environnement, comment on peut s'assurer que les compagnies de prêt-à-porter ne tombent pas dans cette catégorie? Alors, pardonne-moi, la question, ça veut dire comment on évite le problème donc ça veut dire, la question, c'est que le produit, fait par la plupart des designers de mode ici sont des produits spécialisés. Alors, pour ce qui est de durabilité, comment est-ce qu'on peut s'assurer que si on fait des produits prêt-à-porter, que ça ne soit pas étiqueté comme de la mode, comme du fast fashion, donc des produits de mauvaise qualité, quoi. Donc, on veut s'assurer que, alors le terme fast fashion, ça n'inclut pas les prix les coûts pour les protections sociales, la protection de l'environnement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, la pollution chimique et tout ça. Alors, il y a un besoin de non seulement comprendre quels sont vos impacts, mais aussi de communiquer de façon très transparente à votre clientèle quels sont vos efforts que vous faites dans ces domaines, quelle est votre vision.
votre compagnie, mais aussi pour la valeur, la chaîne de valeur de textile en général. Donc, avoir une transparence, une communication claire avec le client, c'est très important. Et c'est quelque chose que le fast fashion ou la mode à faible prix ne fait pas, donc ne prend pas en considération donc par défaut. Alors, Minori, je vais maintenant, on a encore une question pour l'analyse SWOT. Alors, comment une analyse SWOT peut être faite puisque l'économie est en constant changement, mutation. Alors, on a parlé de cette question à la fin de la section d'Abraham, mais évidemment, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps il faut, à quelle fréquence il faut mettre à jour cette analyse, parce que les situations changent très rapidement. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour au fur et à mesure. Ce procédé, cet exercice ne devrait pas être gravé, coulé dans le béton. Donc, juste pour ajouter à ce que Minoret a dit, c'est très important que vous mettiez à jour constamment donc vos analyses SWOT. Donc, donc vous parcourez évidemment les documents, mais il y a toujours un changement constant de tous les facteurs. Et vous devez rester conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur votre entreprise et votre équipe, mais vous devez aussi rester au courant des facteurs externes. Donc, vous voulez maximiser les opportunités et minimiser les menaces. Donc, donc vous devez avoir vos pieds être bien présent sur Terre et rester aux aguets pour toujours optimiser votre analyse SWOT. On a une autre question ici. Euh, donc, on veut inviter des entreprises, quand on veut inviter des entreprises euh, de mode sur le marché local, alors, notre gouvernement privilégie souvent les entreprises chinoises ou asiatiques. Alors, quels sont les facteurs considérés par le gouvernement ici? Pardonnez, il y a du son là. Alors, oui, voilà. Donc, les faiseurs de preneurs de décision, de réglementation doivent être impliqués au niveau même des projets. Donc, on a travaillé, on a collaboré avec des pays, des preneurs de décision au Kenya, en Afrique du Sud, par exemple, pour les aider à comprendre euh, les, les étapes de réglementation dont les PME ont besoin. Donc, ça comprend les, les politiques de financement que les gouvernements peuvent adopter pour supporter les PME dans leur passage à des procédés plus verts. On a par exemple l'initiative de financement UNEP qui travaille avec des gouvernements dans plusieurs pays. On, on a l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire qui travaille avec des preneurs de décision pour appliquer des politiques sur la circularité. On a donc qui permettent de créer des politiques pour appuyer les PME et les entreprises les plus vulnérables et donc celles qui ont besoin d'avoir le plus de politiques de soutien. Minori, maintenant je vais vous poser une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. Alors, Minori, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de personnes qui
utilisent la technologie à leur avantage pour améliorer le côté technologique de leurs entreprises et qui ont un bon impact jusqu'à maintenant. Alors, par exemple, l'UNDCE travaille sur des technologies qui permettent d'améliorer la transparence au niveau de diverses chaînes d'approvisionnement. Alors, je crois qu'on parle de cuir et de coton pour commencer. Alors, c'est un exemple de comment on utilise la technologie pour améliorer la transparence sur les problèmes écologiques au long de la chaîne de valeur. C'est un projet très intéressant parce que le coton, c'est une ressource naturelle et le produit fini, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec, on collabore avec des marques en collaboration avec l'UNCEE pour améliorer les technologies, pour mieux comprendre le cheminement de leurs produits. Alors, merci Minori. Maintenant, je passe au commerce en ligne. Est-ce que la durabilité, ces principes s'appliquent au commerce en ligne? Oui, absolument, même si vous n'avez pas un magasin physique. Ça ne veut pas dire que l'éco-innovation, ça ne s'applique pas. Je crois que ce qui est particulièrement intéressant pour le commerce en ligne, c'est qu'il y a cette occasion d'utiliser des données recueillies donc, pour permettre aux gens de changer leur perspective, leur point de vue sur la consommation. En ce moment, les, les gens qui achètent de la mode, ils sont encouragés à acheter de plus en plus tout le temps. Et donc, ça fait que les produits plus vieux n'ont pas beaucoup de valeur ou on ne leur donne pas beaucoup de valeur. Et le commerce en ligne, c'est une façon intéressante permettant aux gens de passer un peu plus de temps à rechercher et ils peuvent avoir un peu plus d'informations que lorsqu'ils se présentent en personne au magasin. C'est une belle occasion de, de donner de l'information à nos consommateurs et de communiquer des informations plus détaillées. Merci. On a une question pour le modèle d'affaires. Est-ce que c'est faisable ou pratique d'avoir un segment clientèle hybride pour la modélisation d'affaires? Donc, à la fois pour les consommateurs normaux ou les consommateurs haut de gamme. Donc, est-ce qu'on peut avoir un tel modèle hybride pour notre marché cible? Donc, oui, absolument. L'éco-innovation, l'idée, c'est que les entreprises ne devraient pas dépendre d'un modèle d'affaires unique, spécialement dans le domaine de la mode, les tendances changent très rapidement. Alors, c'est bien d'avoir plusieurs segments de clientèle visés et aussi d'avoir notre modèle d'affaires adapté à chacun de ces segments visés. Donc, merci Minori. On va prendre encore une autre question et puis on va fermer la session. Donc, bonjour Minori. Est-ce qu'il y a euh, alors, comment est-ce qu'on peut produire du cuir ici en se basant sur l'UNDCE? Alors, je ne sais pas tous les projets de l'ONU en matière de textile, en particulier en provenant d'autres agences de l'ONU. Alors, je ne sais pas spécifiquement pour le Nigeria, l'Alliance des Nations Unies en matière de mode durable pourrait être une bonne ressource pour leur adresser vos questions. Merci, Minori. Alors maintenant, pour la question finale qui semble avoir été répétée à plusieurs reprises dans le chat,
avec diverses variables sous diverses formes. Mais encore une fois, assurer la durabilité peut coûter cher. Est-ce qu'il y a un soutien spécifique pour la durabilité, spécifiquement pour les startups et les PME? Oui. Donc, pardon, ce n'est pas encore ma spécialité. Je sais par exemple qu'il y a l'initiative SEED, qui a un programme incubateur pour les startups et pour le secteur du textile, où ils ont un programme de mentorat et des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple, mais désolé, ce n'est pas vraiment mon domaine habituel. Merci, Minori. Ça a été vraiment utile. On n'a pas encore vu toutes les questions. Alors, on va demander aux participants si vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Veuillez nous envoyer par courriel à Fashionomics. Pardonnez, l'interprète n'a pas saisi l'adresse courriel de la semaine. Alors, on va vous envoyer les emails, les adresses email des programmes respectifs où vous pouvez adresser vos questions aussi. On a aussi reçu des questions sur la plateforme Moodle. On vous demanderait de contacter vos administrateurs respectifs si vous êtes dans un programme d'incubateur. Contactez l'équipe de ICT qui pourront vous donner des instructions pour la plateforme d'auto-inscription. Il y a aussi le bureau d'aide à cchubnigeria.com. Minori, Abraham, ça a été une session très informative. Nous sommes très reconnaissants de l'aide. Et comme vous pouvez le voir, les participants sont très reconnaissants. Merci beaucoup pour cette session éclairante et merci d'avoir participé au programme Fashionomics Africa. Merci à tous les participants et participantes. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Remerciements en diverses langues.